Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le violoncelliste belge Alexandre Debru qui vient nous présenter son tout nouvel album consacré aux compositeurs belges. Bonjour Alexandre. Salut Fred, bonjour, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. Alors pour ceux qui auraient raté notre précédente rencontre, je résume votre parcours. Vous venez d'une famille de musiciens, votre mère, violoncelliste, et votre père, altiste, était soliste au sein de l'orchestre symphonique de la RTBF. Votre oncle vous donne vos premières leçons de musique au violon. Vous effectuez vos études au Conservatoire Royal de Mons dans la classe de Luc Dewey et poursuivez avec des masterclass à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Vous recevez également les conseils de Misha Maïski et Marc Drobinski. Vous recueillez même les conseils de Rostropovitch lors d'un séjour à Belleuil. Vous vous voyez décerner de nombreux prix et entamer une brillante carrière. Entre 1999 et 2006, vous êtes chargé de cours de musique de chambre aux côtés d'André Siby au Conservatoire Royal de musique de Bruxelles. En 2005, vous fondez le trio Carlo Van Est en hommage au grand violoniste belge. Je vous propose de débuter notre entretien avec le poème opus 16 de Joseph Jongen. Notre invité, Alexandre Debru, est accompagné de Cauvin de Morand.
Nous venons d'écouter le poème opus 16 de Joseph Jongen. Alexandre de Bru était accompagné de Gauvin de Morand. Dites-nous, Alexandre, que représente pour vous le fait d'être belge ? Ah bien, ça, c'est fondamental. Bon, voilà, j'aime mon pays comme tant de personnes aiment notre pays. Et voilà, j'y ai grandi, j'y ai eu des moments incroyables. J'ai eu beaucoup de chance finalement à travers mes parents de grandir dans ce milieu qui est la musique classique et surtout qui était la musique classique dans les années 70-80 en Belgique, qui était tellement florissante. Il y avait tellement de structures et tellement d'opportunités d'écouter également des grands maîtres internationaux. Par l'orchestre symphonique de la RTBF où travaillaient mes parents, j'étais tout le temps, toutes les semaines au concert. Donc j'ai pu assister à tellement de merveilles. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était particulièrement magique. D'ailleurs, c'est toute cette période qui m'a donné envie de faire ce métier. Cette ambiance nocturne, ce côté festif et la rencontre avec tellement de musiciens, des solistes. J'étais toujours fasciné par le côté solistique du moment du concert où il y avait un concerto, ce qui est en général le cas. Et c'est vrai que l'orchestre de la RTBF avait ça dans ses statuts, d'avoir bien sûr des instrumentistes internationaux, mais il y avait un quota également de solistes belges qui jouaient. Donc il y avait des chefs belges aussi, il y avait toute une faune en Belgique qui était très active avec cet orchestre, mais également des invités incroyables à travers le monde. Et donc c'était vraiment particulièrement éclectique, florissant. Enfin voilà. Et donc c'est vrai que j'assimile beaucoup cette époque à mon amour de ce métier, pour commencer. Et la Belgique, on en est fier parce que, voilà, même si parfois on a des soucis, si parfois la politique est compliquée, surtout dans cette époque-ci où le monde entier est compliqué de ce point de vue-là, je trouve que l'île secrète qu'est la musique en général et la musique classique est une bouffée d'oxygène énorme. Et la Belgique, je suis convaincu, si même on est tout de même culturellement plus en difficulté, je trouve, à l'heure actuelle, je me bats beaucoup de mon côté, en tous les cas, pour continuer à avoir l'espoir que les choses se reconstruisent et qu'on puisse retourner peut-être un jour, en tout cas pour les prochaines générations, j'espère, à ce nirvana qu'était la Belgique culturelle. Vous estimez qu'aujourd'hui, la culture est bien soutenue en Belgique ? Alors, si vous me demandez une version hypocrite, je vais vous dire fantastiquement. Ok. Maintenant, voilà, pour un exemple qui est simple, alors c'est pas du tout pour tirer les violons et les complaintes, mais ici, on a sorti ce disque, Gauvin de Morand et moi-même, donc dédié au répertoire belge, des grandes œuvres belges, 2 siècles tout de même, avec 9 compositeurs belges qui ont écrit aussi bien pour violoncelle et piano que pour piano solo, violoncelle solo également. Et on a reçu aucune aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau de la section musique classique, par exemple, qui a estimé que ce n'était pas un projet suffisamment intéressant, alors que on nous a même dit qu'on ne comprenait pas pourquoi des artistes tels que nous allaient se fourvoyer dans ce genre de projet. Ça, ce sont les mots exacts du compte-rendu de la réunion de la section classique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors attention, on s'est débrouillé, on a cherché d'autres mécènes, ça a été beaucoup plus de travail pour nous, c'est vrai, mais on y arrive. Des musiciens qui ont quelque chose en tête, en général, c'est très difficile de leur enlever. Mais je suis étonné tout de même que quand on imagine quand même 2 siècles de compositeurs belges, 2 musiciens belges, une société de production belge, un violoncelle belge, une salle de concert belge, tout de même, que Jean-Paul Dessy aussi a permis de créer, de voir le jour. Et tout ça ne suffit pas pour que notre pays... de Arsenic à Mons. De Arsenic, absolument, à Mons, qui est une salle exceptionnelle. Une équipe belge qui gère ça d'ailleurs merveilleusement bien. Un ingénieur du son belge, Bastien Gilson. Et on se rend compte qu'en fait, que même comme ça, on ne mérite même pas de quoi financer un billet de métro. Alors oui, c'est inévitable, on ne peut que se dire, tiens, pourquoi ? Voilà, la question reste ouverte. Après, voilà, on n'en meurt pas de colère du tout, mais c'est pour répondre à votre question. Est-ce que la musique classique est encore réellement une priorité, ou en tout cas, nos artistes belges sont une priorité ? Là, je pense que les priorités vont ailleurs, probablement dans des relations très amicales entre certains. Mais là, il y a tout de même un souci. Je pense qu'il est important quand même de le relever parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas fondamentalement coupable de ce genre de choses. Mais ce sont les personnes qui siègent dans ce genre de conseil. Il faut tout de même leur demander pourquoi, les amis, pourquoi ? Oui, quels sont les critères ? Quels sont les critères quand on sait que tout ça finalement existe
en priorité pour aider la Belgique, ses artistes, ses artistes. Entreprises. Parce que là, on a une production belge chez Pavan Records, maison de disques belge, bruxelloise. Illustre, avec une longue histoire. Illustre, absolument. Et ça ne suffit toujours pas. Alors là, sincèrement, à un moment donné, on se dit, bon, il faut changer de crèmerie. Voilà. Oui, c'est un peu difficile. Mais parmi les privés, on trouve encore des gens en Belgique. Heureusement, il y a encore des passionnés. Oui. Hein. Heureusement. Et merci à eux. Merci à eux. Merci aux artistes aussi qui mouillent le maillot bien au-delà de la pratique de leur instrument, parce que c'est ce qu'on doit tous faire finalement. Quand on voit le peu d'artistes réellement soutenus en Belgique par, je dirais, des fonds officiels et publics, mon Dieu. Oui, vous faites partie des artistes qui ont compris que simplement jouer excellemment un instrument ne suffit pas. Ah non. Que faire carrière, c'est aussi avoir des capacités d'organisation, d'initiative, de créativité. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Moi, je vois la différence parce que j'ai vécu le métier de musicien à travers mes parents. Donc, comme je vous dis, fin des années 70, les années 80 dans leur ensemble, jusqu'aux années 90, où les choses ont commencé à se détériorer réellement. Eh bien, je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait des instrumentistes qui n'avaient pas besoin de mettre la main à l'organisation de concerts, à la promotion de leur propre image, parce qu'il y avait des structures. Aujourd'hui, c'est ça qui est triste chez nous. C'est petit à petit la disparition des structures. Et bien sûr, des moyens. On voit même dans les subsides aussi qu'on octroie, par exemple, à un monstre comme Beaux-Arts. Si on compare, c'est la fonte des neiges. Hein. C'est vrai. Et là, je ne peux que citer ça parce que tout le monde connaît Beaux-Arts. Mais si on regarde ça partout, combien d'organismes ont dû fermer boutique? Après le Covid, bien sûr, ça a été compliqué pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on en est toujours là. Il faut absolument se réveiller parce que j'entends souvent les politiques. Encore récemment, j'ai entendu Rudy Verwoerd dans une réunion nous dire que, c'était dans le cadre du Cercle Gaulois, il remettait un prix à M. Thone pour les marionnettes. Et qui le mérite bien d'ailleurs, et il expliquait voilà, qu'un pays, une culture d'un pays est véritablement le miroir de sa santé. Et historiquement, on l'a prouvé. Je veux dire, une société, un pays ou une société dans son ensemble qui détruit sa culture ou qui voit sa culture disparaître est terriblement sur le déclin. Donc c'est quand même un indicateur. Attention, la musique, vous pensez peut-être comme certains que c'est un bruit qui coûte cher, mais non. Mais non, et la musique va avec tout, la musique va avec le cinéma. Imaginez Titanic, par exemple, un magnifique film avec DiCaprio, Kate Winslet, mais imaginez que vous retirez la musique à ça. C'est dramatique. Gladiator sans musique, Star Wars sans musique. Ben c'est terrible. Et les réalisateurs eux-mêmes l'admettent. Mais bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, Spielberg on peut dire qu'une grande partie des grands compositeurs de musique classique sont des compositeurs de musique de film. Regardez, John Williams, par exemple. Ça, c'est vraiment pour que citer les Boeing 747. Mais je veux dire, rendons-nous compte, nous avons besoin de notre culture. On a besoin des peintres, on a besoin des photographes, on a besoin de tout ça. Des ingénieurs aussi, du son, de l'image. Enfin, voilà. Finalement, ne pas prendre soin d'une culture, c'est ne pas prendre le soin d'une société. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, je prends un petit peu de temps sur le sujet, mais quelque part, ça va bien au-delà du disque que je présente ici, au-delà de ma propre existence. Moi, j'ai des enfants qui font de la musique, un fils qui est intéressé par tout ça aussi. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme avenir actuellement en Belgique ? On ne peut plus lui offrir d'avenir parce que ce n'est plus un métier, c'est une profession de foi, d'après mon objectif. On tient le coup si on ne peut pas imaginer une seconde qu'on puisse envisager la vie différemment, qu'on est dévoré par un feu qui ne peut pas s'éteindre. Mais je vous assure, aujourd'hui, si on pense pouvoir faire autre chose, malheureusement, il faut faire autre chose. Alors, j'en viens à votre album. Si les Belges connaissent le nom de Joseph Jongen, ils connaissent beaucoup moins Jean Absil, Eric Felbuch ou votre oncle Marcel Boucher. Qui était-il ? Tous. Oui. Alors bon, un mot pour chacun, disons. Évidemment, Absil, un extraordinaire compositeur belge qui a une production magnifique. Pour parler par exemple de cette berceuse, elle peut être jouée au violoncelle et au basson, par exemple. C'est une œuvre magnifique. Moi, je l'ai jouée à l'époque où j'étais au conservatoire à Mons, dans les années 90. Et étrangement, il n'y a pratiquement pas, voire pas du tout de version de cette berceuse enregistrée au violoncelle. Et pourtant, je vous assure que c'est de la belle musique.
Ce n'est pas une question de chauvinisme. Pour être française, elle serait tout aussi belle. Mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose. Et est-ce qu'il y a un désamour de la musique belge? Je ne crois pas. Mais parfois, il faut se dire peut-être, elle devrait être davantage mise en avant par notre pays déjà, par les individus. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné. C'est pour ça que je trouve ici que ce disque va simplement dans une direction qui est très simple. Représenter une musique qui ne doit pas être oubliée, qui doit exister, qui doit vivre absolument. Comme la musique française, la musique allemande. Pourquoi ne pas également être féru de notre culture? Alors par exemple, Éric Felbusch, qui était un grand concertiste, violoncelliste, chambriste, c'était le violoncelliste d'ailleurs du premier trio Carlo Van Est, devenu trio Reine-Élisabeth de Belgique, directeur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. On le joue très peu, voire pas du tout. Il y a encore quelques violoncellistes qui jouent encore notamment cette œuvre, Mosaïque, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que c'était quelqu'un d'incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours avec lui car il était le professeur de ma maman à cette époque-là et j'ai pu bénéficier aussi de ses conseils et donc je peux jouer sur son instrument. D'ailleurs, qui est l'instrument sur lequel a été écrite et composée ces mosaïques. Enfin, je dis ces mosaïques parce que c'est mosaïque, mais il y a 3 pièces qui la composent. C'était le violoncelle de ma maman, du coup, parce qu'elle a été ensuite celle qui a pu le pratiquer et elle m'a permis, moi, de faire ma carrière sur cet instrument. Et donc, voilà, une grande personnalité de notre pays. Donc, voilà, je trouve qu'aussi c'est important. Il a écrit beaucoup de choses. C'est intéressant de se poser un petit peu 2 minutes sur ce genre de répertoire, sur ce genre de création qu'on a bien de chez nous. On a, je pense, vous me disiez Marcel Boucher. Alors Marcel Boucher, ça c'est ma famille. C'est très intense aussi, évidemment. C'était le frère de ma maman, de ma tante Gilberte Boucher, et bien sûr mon oncle de par conséquence. Et donc c'est quelqu'un qui était violoniste, compositeur, poète. Il était même critique musical, même dans des journaux en Belgique de son temps. Il est décédé malheureusement très jeune, en 1995. Et donc, il a écrit beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, parfois, on a parfois même un peu... on ne se pose pas toujours la question qu'il faut mettre sa propre famille en avant, parfois, parce qu'on a peur qu'on dise, ouais, ok, tu joues la carte mafia. En fait, pas du tout. Lui, il n'est plus là aujourd'hui. Et je trouve que, voilà, c'est une œuvre magnifique que j'ai entendue depuis l'adolescence, car elle a été créée par ma maman au chant. À la base, c'est pour chant, c'est inspiré donc d'un poème de Verlaine, et donc après 3 ans, c'est d'où le titre de cette œuvre. Et donc j'avais toujours aimé cette œuvre, et voilà, je me suis simplement décidé à en commander un arrangement de ma tante justement, qu'elle a réalisé avec plaisir, et je suis très heureux de pouvoir présenter cette œuvre qui plaît d'ailleurs à beaucoup de monde. Maintenant, j'ai beaucoup de retours, donc je trouve que c'est un bel hommage pour lui qui n'est plus là aujourd'hui, qui n'a pas eu une vie toujours très facile, et voilà, je trouve que voilà, ça c'est vraiment très sentimental d'un point de vue personnel, mais bon voilà, je trouve qu'il a toute sa place dans ce grand paradis des compositeurs. En vous écoutant, on se rend compte que vous êtes l'héritier de toute une tradition, de tas de personnalités, et vous avez vraiment un héritage à partager avec les auditeurs. En tout cas, j'essaye. Parce que de mon expérience, quand j'étais jeune, j'étais particulièrement passionné par ceux qui me racontaient des histoires, notamment dans ce métier. L'histoire des grands maîtres, des Piatigorsky, des Rostropovitch, enfin voilà, toutes les légendes qui ont façonné la vie de mon instrument. Le violoncelle évidemment, mais aussi plein d'autres, des grands maîtres, des pianistes. Quand on entend Martha Argerich parfois qui raconte des anecdotes extraordinaires sur les grands maîtres de l'époque. Ben voilà, je trouve ça formidable. Quand on a entendu des choses, qu'on a pu les vivre soi-même aussi, je trouve que c'est bien de pouvoir les partager avec une génération nouvelle et se dire que ça pourra en aider certains. C'est très important. Voilà. En fait, c'est la base de notre métier. Parfois, j'entends que même pédagogiquement, on demande aux professeurs d'aujourd'hui de tout prouver par écrit et par des écrits. Mais en fait, nous faisons partie d'une culture orale, nous. Nous sommes des artistes, évidemment, quel que soit l'art, encore une fois, parce que musique, poterie, autre, peinture, voilà. Et je dirais que ce n'est pas un apprentissage, ce qu'on fait. C'est une initiation. Et c'est une grosse différence, une initiation d'un apprentissage. Déjà, ça prend plus de temps, une initiation. Et on ne peut réussir à atteindre un certain niveau
que grâce aux autres. Bien sûr, on peut avoir du talent, mais le talent ne sert à rien déjà sans le travail. Ça, on le dit toujours, mais c'est vrai. Mais aussi par l'apprentissage des autres, par tout ce que les autres peuvent nous apprendre. Moi, quand j'ai la chance de parler avec un grand maître comme Misha Maïski, par exemple, et qu'il raconte toute son expérience personnelle, ses anecdotes, c'est un véritable cours, même si on n'est pas sur l'instrument à ce moment-là. Mais quand je ressors de là, j'ai l'impression d'avoir rempli mon disque dur d'un enseignement gigantesque, et pourtant on n'a fait que parler. Donc la parole est tout de même, je trouve, un bel outil dans notre métier aussi, pour pouvoir aller de l'avant et enrichir notre jeu. Parce qu'encore une fois, notre jeu n'est jamais que l'expérience de notre vie, finalement. Alors je vous propose de continuer à découvrir votre album avec Moment de paix de Robert Janssens.
Moment de paix de Robert Janssens, Alexandre Debruy était accompagné par Gauvin de Morand, extrait d'un nouvel album paraissant chez Pavane. Alors, ce nouvel album comprend des partitions de compositeurs vivants et même des premières mondiales signées de Robert Janssens, justement, que nous venons d'écouter, et Sébastien Liénard. Aimez-vous collaborer avec des compositeurs vivants? Ah oui, c'est génial. Et souvent très étonnant. Parce que de mon expérience, je ne suis jamais, moi, tombé sur des compositeurs qui étaient obtus et fermés dans une seule version de leur œuvre. Souvent, ils sont très intéressés, notamment on parle de Robert Janssens, on parle de Sébastien Liénard, qui était d'ailleurs mon collègue dans les premières années du trio Carlovanes, qui est un fantastique pianiste et pédagogue, et qui compose de très 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 belles choses, et qui m'a fait cet honneur aussi, tout comme Robert, de me permettre d'avoir des œuvres écrites pour moi-même. Et c'est vrai que c'est assez fascinant que lorsqu'on reçoit la première version, on la travaille, on trouve aussi des idées personnelles d'interprétation, simplement un rythme de discours musical. Et c'est toujours amusant de voir à quel point ils sont ouverts d'esprit. Et c'est vrai qu'on est à une époque où souvent, quand on parle musique baroque, qu'on parle musique de compositeurs qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées. Mozart, par exemple, en est tout de même également une très belle illustration. Bach, ça c'est aussi terrible. Les idées qui sont arrêtées, c'est comme ça qu'on doit les jouer. Moi je pense qu'en fait, on serait très étonné de l'ouverture d'esprit. Et donc c'est ça qui est génial d'avoir cette liberté de collaborer, de savoir finalement que les compositeurs, ils redécouvrent parfois leur œuvre aussi grâce aux interprètes. Alors, vous êtes accompagné tout au long de cet album par Gauvin de Morand. Pouvez-vous nous dire un mot sur lui? Ah, formidable pianiste. Je l'ai rencontré il y a 7 ans dans le cadre du Cercle Gaulois. Et nous avons eu plusieurs opportunités de pouvoir nous produire ensemble. Nous sommes collègues à Waterloo, où nous donnons cours respectivement de piano et de violoncelle. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une modestie aussi terrible, je trouve. On sait qu'en art, l'ego fait partie de l'équation, et c'est très simple avec Gauvin. Les choses sont vraiment très faciles aussi au niveau de la collaboration, des discussions musicales. Et on a très peu besoin de parler finalement. Donc voilà, il y a un discours comme ça qui est vraiment axé sur la musique. De temps en temps, voilà, on discute d'une idée ou l'autre, mais les choses se mettent facilement en place. Et on a comme ça des musiciens. J'ai eu la chance dans ma carrière, des gens également comme Karine Lechner, Sergio Tiempo, Sébastien Liénard, d'avoir comme ça ce discours non verbal qui est véhiculé par la musique, et donc c'est passionnant. Et c'est vrai que d'avoir eu ces opportunités au cours de ces 7 dernières années, de nous produire comme ça à gauche, à droite, souvent dans des œuvres qui faisaient partie de concerts avec beaucoup de musiciens, notamment des galas d'artistes au Cercle Gaulois par exemple. Et ça nous a donné l'idée, tiens, par la force des choses, on a créé des œuvres belges, on a joué des choses, on cherchait des programmes. Lui est très porté sur la musique belge depuis des années, bien plus longtemps que moi encore au niveau de son expérience. Il est pianiste et fondateur du trio Spiliart. Et c'est vrai que ce sont 3 musiciens qui créent énormément de musique belge, qui sont très actifs dans ce domaine. Et donc, quelque part, c'est moi le débutant. Donc, il a une expérience qui est très utile aussi pour moi au niveau de mon propre apprentissage. Et donc, voilà, je pense que maintenant, on peut commencer à dire qu'on a formé voilà, un duo à part entière grâce à ce disque aussi. Et donc, on a beaucoup de projets qui viennent, et ça nous permet aussi d'avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre en plus de nos formations habituelles. Moi, dans le trio Carlovanes et dans d'autres formations avec beaucoup de musiciens que l'on fréquente tous les deux. Et c'est vrai que c'est une petite, voilà, une fenêtre qui nous permet aussi de nous changer les idées sur ce qu'on fait depuis des années aussi. Et on a énormément de plaisir. C'est un pianiste vraiment exceptionnel. Je suis vraiment très heureux de l'avoir rencontré et très fier de pouvoir travailler avec lui. Alors, je vous propose de vous écouter avec 2 morceaux, Après 3 ans de Marcel Boucher, suivi de Nocturne de César Franck.
Après 3 ans de Marcel Boucher, suivi de Nocturne de César Franck, Alexandre Bru était accompagné par Gauvin de Morand, 2 extraits d'un album consacré au compositeur belge paraissant chez Pavane. Alors Alexandre, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? Alors, la dernière fois que j'étais venu, j'avais choisi du Miles Davis. Cette fois-ci, je vais choisir du Errol Garner, qui est pianiste de jazz absolument pharaonique, qui ne connaissait pas une note de musique. Tout était à l'instinct. Quand on parlait justement d'initiation non verbale, c'est quelqu'un qui était un génie du piano, et pourtant, il fallait pas qu'il lise une partition. Et donc ici, ça s'appelle Laura. C'est une œuvre en fait que mon père écoutait quand on avait des invités à la maison, justement quand j'étais enfant. Je parlais un peu de la magie de ces années 80, ou en tout cas pour ma part, on avait beaucoup d'amis musiciens, des chefs d'orchestre, des compositeurs qui venaient manger à la maison. Il y avait comme ça une tradition. Mon père lançait toujours un premier disque dans la soirée avec Errol Garner. On écoutait d'ailleurs pratiquement plus de jazz que de musique classique dans ces moments-là. Et ça commençait toujours par Laura. Donc moi, à l'heure actuelle, c'est toujours la même chose quand je reçois des amis, voilà, ou qu'il y a une petite fête familiale, boum, ça commence par Laura. C'est une œuvre, je sais pas, qui me détend. Ça me rappelle mon enfance. C'est vraiment une DeLorean dans Back to the Future, quoi. Voilà, je suis reparti quand j'avais 7-8 ans. Et donc voilà, je dirais c'est une des premières œuvres qui me viendrait à l'esprit si je dois choisir quelque chose en dehors de la musique classique. Eh bien, on l'écoute maintenant. Alors nous venons d'écouter Errol Garner, Laura. C'était le choix de notre invité, Alexandre de Bru. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Merci Frédéric, franchement c'est un vrai bonheur de pouvoir venir ici. Le bonheur est entièrement partagé et vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.